Et c'est moi aujourd'hui qui vais vous faire découvrir l'histoire du chocolat. Cabos, cacao et chocolat, c'est le titre de notre émission du jour. Alors le cacaoyer, il est là. Vous voyez, il est à côté de nous. Pendant toute cette découverte, on va vous expliquer un petit peu là où il vit, dans la forêt tropicale. Je vais vous raconter un peu son histoire, la découverte, comment il est arrivé en Europe. Et puis après, on ira voir une cabosse, des fèves, et je vous expliquerai comment on peut fabriquer du chocolat. Alors, avant de découvrir tout ça, je vous avais promis qu'on allait s'immerger dans le monde du cacaoyer. Eh bien, je vais vous faire partager cette forêt tropicale qui m'entoure. Alors, je ne suis pas au fin fond du Mexique ou en Côte d'Ivoire. On est simplement au jardin botanique Jean-Marie Pelt, dans la serre tropicale humide. Alors, pour vous donner un peu l'ambiance, on est à 90% d'hygrométrie, 25 degrés. On est dans les conditions d'une forêt tropicale où il pleut pratiquement tous les jours, ce qui donne cette humidité très importante. Dans cette forêt, on a aussi peu de vent. Il y a tellement de végétation, vous voyez autour de moi, c'est très très dense. Peu de vent qui donne cette côté un peu moiteur. Pour vous expliquer, la moiteur, vous pouvez la ressentir quand vous venez de prendre une douche avec un chauffage dans votre salle de bain. Vous mettez le chauffage à fond, vous avez la douche et vous avez cette ambiance très humide. Et bien voilà, vous êtes dans une forêt tropicale. Alors, cette forêt, elle est toujours verte, luxuriante. C'est là où il y a le plus de biodiversité au monde. Et on va partager un petit peu toutes les plantes extraordinaires qui s'y trouvent. Et je vais aussi vous expliquer un petit peu comment elles vivent et pourquoi elles sont là. Alors, vous voyez sur le film là, une plante un peu étonnante, regardez. Hein, vous avez cette plante qui plaque ses feuilles sur le support. On dirait une vraie petite tapisserie. Tout simplement parce que le problème de cette forêt tropicale, vous devez le voir, c'est qu'il y a peu de lumière. Vous voyez, moi, là, je ne vois pas le soleil. Il y a tellement de végétation que le soleil, il n'arrive que tout en haut, au niveau de la canopée. La canopée, c'est la partie de la forêt supérieure. Et toutes mes plantes, que vous pouvez voir, vont trouver des stratégies pour monter, pour aller chercher la lumière. Et une des stratégies les plus malines, ce sont les lianes. Vous voyez cette grosse tige qui monte le long du tronc. Et si on la suit, vous voyez que là, pour l'instant, il n'y a pas de feuilles. Et quand on va arriver tout en haut de la plante, là où on est au niveau de la canopée, on va avoir toutes les feuilles qui vont s'épanouir. Alors vous remarquez, hein, peut-être que vous ne voyez pas tout parce qu'il y a énormément de végétaux, mais il y a d'autres fougères qui sont là, il y a d'autres lianes qui sont là, et puis il y a aussi ce qu'on appelle des plantes épiphytes. Alors les plantes épiphytes, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. On va rencontrer principalement dans les forêts tropicales humides. Une plante épiphyte, vous en voyez une à l'écran, là, vous voyez, avec quand même un feuillage important. Cette plante-là, elle va vivre accrochée à un arbre. C'est une plante qui va vivre sans terre. Donc dans la forêt tropicale, vous avez énormément de plantes qui vont vivre comme ça sans terre. Elles vont trouver différentes stratégies. Tout à l'heure, on verra une fougère qui fabrique sa propre terre. Mais simplement, là, dans ce cas-là, par rapport à la taille de ses feuilles, elle va récupérer assez d'humidité et quelques gouttes d'eau qui vont s'accumuler au cœur de la plante et ça va la nourrir. Alors les plantes épiphytes, elles vivent tout en haut des arbres. Ici, dans les serres tropicales, on les a placées un peu basses pour que tout le monde puisse bien les découvrir. Mais en forêt, elles sont à 40-50 mètres d'eau. Vous avez aussi des fougères et puis vous voyez là, ici on vous montre une jolie fougère. Donc vous comprenez quand vous cultivez une fougère chez vous, à la maison, vous pouvez comprendre que vous avez beaucoup de difficultés parce que, vous voyez, même chez nous ici, à 90%
d'humidité, on arrive quand même à avoir quelques petites feuilles sèches. Alors vous voyez chez vous, avec une maison avec 30% d'humidité ambiante, ça peut être très compliqué. Alors, la plante très originale du secteur, c'est peut-être celle-là. C'est le pothos. Donc vous voyez, il a un nom déjà assez rigolo en réalité. Et là, ce que je vous montre, c'est pas une fleur, ce n'est pas un fruit, c'est un bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, on ne le voit pas très bien parce que il est en train de briller, le coquin de pothos. Bien qu'il n'y en ait pas de soleil, on a beaucoup de lumière. On va aller voir un peu celle qui est en dessous. Vous voyez, on voit, elle est un petit peu granuleuse. Ce n'est pas quelque chose de régulier. Et tout ce que vous voyez comme les petits points granuleux, comme ça, c'est toutes des petites fleurs. Donc là, on est en train de vous montrer un bouquet de fleurs. Et on peut voir que c'est un bouquet de fleurs parce que sur le premier pothos que je vous ai montré, vous voyez, il y a des petites protubérances vertes. Et bien là, ce sont des fleurs qui ont été pollinisées. Et maintenant, des fruits sont en train de se former. Voilà, pour ces plantes assez étonnantes. Alors, on va continuer sur la biodiversité. Vous voyez, la forêt tropicale, c'est une ambiance très, très verte. Verte toute l'année. Il n'y a pas de saison où les feuilles tombent toutes en même temps. Les feuilles ne sont pas éternelles, hein, elles tombent régulièrement. Mais toute l'année, cette forêt tropicale est verte. Alors là, vous devez peut-être découvrir des fleurs qui vous sont habituelles. Ce sont les anthuriums. Donc les anthuriums font partie d'une famille qu'on appelle les aracées. C'est une famille qui est très très courante en forêt tropicale. Et donc au jardin Jean-Marie Pelt, on a une très très belle collection d'aracées et qui est représentée notamment par les anthuriums. Alors, les anthuriums, là ils sont voisins de lianes, d'autres plantes, et on va vous montrer maintenant, vous voyez, hein, on s'aperçoit bien, là, pour aller chercher un cacaoyer là, il faut vraiment être gourmand et être explorateur. Alors, on parlait d'anthurium, je vais vous montrer des fruits d'anthurium, parce qu'actuellement ils sont assez spectaculaires. Regardez, c'est cette sorte de grappe ici, et vous voyez tous les petits points violets qu'on retrouve le long de la grappe, ce sont les fruits. Donc, en botanique, vous voyez, la fleur, ce n'est pas qu'une seule fleur. Chez l'anthurium, on a toute une grappe de fleurs qui donne plein de petits fruits. Alors, on va continuer notre exploration. Ah, des plantes à piquants. Et là, on va aller découvrir le monde un petit peu... Ah, un petit oiseau qui vient de passer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a de la visite. On va regarder le platycérium, donc la corne de cerf, une corne d'élan. Vous voyez les feuilles vertes qui sont ici. Elles ont bien cette forme de corne qui rappelle les élans. Ça, ce sont les feuilles vertes de cette fougère. Cette fougère n'est pas constituée que de feuilles vertes. Elle est aussi ornée, équipée de feuilles brunes. On les voit bien ici à l'écran. Je vous en montre une. Il y a plusieurs couches comme ça. Et ces couches successives vont former une sorte de peau pour la plante. Et vous voyez ici, à l'intérieur, c'est creux. Donc tout ce qui tombe de l'arbre, feuilles, fruits, déchets d'animaux, va venir s'accumuler au centre de la plante pour faire une sorte de terreau. Et puis après, cette plante-là qui est au centre, vous voyez, on peut avoir d'autres plantes qui viennent profiter du terrain pour pousser dans ce platycérium, dans la corne d'élan. Donc ça, c'est au départ une plante épiphyte qui vit sans terre. Et vous voyez, elle a trouvé une petite astuce pour se nourrir. Alors là, on va voir une fougère.
elle vit au sol. Elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Ça, c'est la fougère rigolote, parce que si vous regardez bien, c'est la fougère qui a du poil aux pattes. Regardez, elle a des beaux petits poils noirs. Alors ça, c'est une originalité. On n'en voit pas beaucoup, hein, des fougères avec ce sorte de poils. Alors souvent, chez les plantes, les poils, c'est une façon de se protéger. Ça peut être une façon de se protéger du soleil. Là, il n'y en a pas, puisqu'on est au fond de la forêt. Mais ça peut être aussi une façon de se protéger contre les prédateurs. Oh, ça ne donne pas envie de la manger, hein, cette feuille à poils. Alors, juste à côté, vous voyez, vous avez une belle étiquette sagoutier du Japon. Cette plante, elle ressemble un petit peu à un petit palmier. Alors, en forêt tropicale, vous savez, vous avez vu, on a parlé des plantes, il y a beaucoup d'animaux, mais il y a aussi des hommes qui vivent dans ces endroits-là. Et ces hommes, ils ont besoin de ressources alimentaires et ils vont avoir besoin notamment d'amidon. Comme nous, on a besoin d'amidon que l'on retrouve à travers la farine, la pomme de terre par exemple. Et eux, ça va être dans le tronc de ce sagoutier qui vont récupérer la moelle du tronc, un peu la purifier parce qu'elle est toxique, et après ils vont faire ce qu'on appelle la farine de sagou, qui leur permettront de faire des petites galettes par exemple, ou une sorte de pain. Alors on continue notre voyage. Alors là on a quand même une plante qui est en pleine fleur en ce moment. Ça s'appelle Naphélandra, un nom un petit peu barbare, hein, je vous le concède, mais simplement profitez de cette couleur. Vous voyez, vous avez un mélange dans la même fleur de parties orange et rose. C'est quand même une couleur qui est magnifique et pas courante chez les fleurs où on a ces deux couleurs qui sont mêlées. Là, on retrouve un Davidia. Ah non, un Gunera, pardon, je me suis trompé. Ah, le nom des plantes, c'est pas toujours facile. Un Gunera, un Davidia savidor. Donc le Gunera avec ses fruits qui sont assez spectaculaires. Alors on continue pour retrouver notre cacaoyer. Vous voyez, notre cacaoyer, il est bien installé à l'ombre de la forêt tropicale. Pour la culture du cacaoyer, on est obligé de le cultiver dans les pays tropicaux. Il ne peut pas pousser loin des tropiques. Il a toujours besoin de sa chaleur, de l'humidité, très important. Il n'aime pas vivre en altitude. En réalité, c'est un petit douillet, notre cacaoyer. Hein. Et donc, pour cultiver le cacao, on va utiliser souvent, et trop souvent, les zones où se trouvent les forêts tropicales humides. Alors, vous avez plusieurs choix. Il y a des pays qui décident de couper la forêt tropicale pour cultiver du cacao. Parce que de plus en plus dans le monde, de plus en plus de monde consomme du cacao. Ce sont dernièrement les pays asiatiques qui se mettent à aimer le chocolat. Bon, on les comprend d'une certaine façon. Mais la demande mondiale est toujours en excédent, donc on doit toujours de plus en plus couper des forêts tropicales pour cultiver du cacao. Vous avez aussi une autre possibilité pour manger du chocolat qui est un petit peu plus respectueux de l'environnement. C'est le chocolat qui provient du commerce équitable. Souvent, le commerce équitable, on retrouve des producteurs qui cultivent le cacao dans une forêt. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. On cultive des cacaos dans la forêt, donc on est quitte de la couper. Donc si vous voulez continuer à être gourmand et avoir moins l'impression de nuire à l'environnement, choisissez ce type de chocolat. Alors maintenant, on cultive le cacaoyer dans nos nombreux pays du monde. Le plus gros pays producteur de cacao, c'est la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, c'est pratiquement toute son économie qui est fondée sur le cacao. Alors maintenant, une fois que vous avez vu cet environnement, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment l'Europe a découvert le cacao. Alors, cette forêt tropicale, elle n'est pas forcément facile et pas très pénétrable. Et donc, on doit cette découverte aux Espagnols. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer. Avant cela, je me suis préparé un petit chocolat. Parce qu'en réalité, le chocolat, il a toujours été consommé liquide. Il faut attendre simplement le 19e siècle pour qu'on commence à manger du chocolat en plaques, donc du chocolat solide. Alors dans notre histoire, les premiers peuples qui ont commencé à manger du chocolat, c'est des peuples qui vivaient en Amérique centrale, dans les secteurs de la Colombie. Ça, c'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, la gourmandise, elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on va s'intéresser à l'histoire des Aztèques. Alors les Aztèques, on est autour du XVIe siècle. Les Aztèques, ils vivent dans l'Amérique centrale, et nous, on va parler surtout de ceux qui sont dans le Yucatan. Dans le Yucatan, alors sur notre globe, le Yucatan, c'est la flèche rouge. Donc c'est une partie du Mexique. Dans ce secteur vivait un roi qui s'appelait Moctezuma II. Deux, parce que certainement qu'il y en avait un premier. Alors vous voyez, Moctezuma, c'était un roi, un empereur même, l'empereur des Aztèques. Et vous voyez que cet empereur, il avait de riches parures en or. En réalité, les Aztèques étaient un peuple qui avait énormément d'or. Beaucoup d'or sur eux, beaucoup de mobilier, de vaisselle en or. Et c'est peut-être ce qui a attiré la convoitise des Européens, beaucoup plus que la convoitise du chocolat. Moctezuma, lui, le chocolat pour lui, c'était la boisson des dieux. Très croyant. Il croyait en un dieu qui s'appelait Quetzalcoatl, qui s'appelait aussi le serpent à plumes. Dans la légende, il se dit que ce dieu reviendra par la mer un jour où certaines lunes vont apparaître. Et ça, malheureusement, pour Moctezuma, ça va certainement déclarer la fin de son royaume. Et qui va mettre fin à ce royaume? C'est un Espagnol, Cortés. Je vous présente Cortés, Hernán Cortés. Il est né en 1485 en Espagne. C'est un jeune noble qui décide de rentrer dans l'armée espagnole et qui part vers le Nouveau Monde. Alors le voyage de Cortés ne commence pas au Mexique. Il va déjà arriver à Saint-Domingue, ensuite à Cuba, où il va être maire d'une grande ville de Cuba. Et Cortés, lui, ce qui lui plaît, c'est l'or. Et il connaît rapidement des histoires d'explorateurs qui reviennent du Yucatan avec de l'or. Donc Cortés, il décide de créer une expédition pour partir là, au Yucatan. Alors vous voyez sur la flèche verte, là, on est à Cuba. Donc il ne lui reste plus beaucoup de chemin pour aller envahir le Mexique. Alors envahir parce que quand on voit son équipage, alors son équipage, il est parti le 10 février 1519. Donc Cortés quitte Cuba avec 11 navires, 16 cavaliers, 518 fantassins, 13 artilleurs, des petits canons,
des arbalétriers, des arquebuses, 110 marins, 200 Indiens et esclaves, 32 chevaux, 10 canons de bronze. Donc vous voyez, Cortés, il n'était pas parti en promenade, mais il était bien parti pour conquérir le Mexique. Quand il arrive au Mexique, au Yucatan, Cortés débarque sur ses chevaux, avec ses armures, et en réalité, Moctezuma II, lui, il pense que c'est le dieu, le serpent à plumes, qui revient. Et donc, il est accueilli comme un dieu, Cortés. Il est accueilli tellement comme un dieu qu'on va lui offrir de la boisson cacao, pratiquement la même que moi. Simplement, Cortés, lui, il avait une coupe en or quand on lui a offert la boisson des dieux. Bon, moi, c'est presque pareil. Alors, Cortés, il va être surtout fasciné par l'or, mais il ramènera quand même du cacao en Europe. C'est en 1524 qu'il va ramener la première cargaison de cacao en Espagne. Alors, vous voyez, il se passe beaucoup de temps. Il va se passer encore un peu de temps avant que la cour de France consomme du cacao. Oh, c'est simplement Anne d'Autriche qui va épouser le roi Philippe, la fille du... Ah oui, le roi Louis XIII. Donc, le roi va épouser Anne d'Autriche. Anne d'Autriche étant l'enfante d'Espagne, elle va apporter le chocolat à la cour de France. Tout doucement, la cour va apprécier le chocolat. Louis XIV va l'introduire à Versailles, et c'est surtout Louis XVI qui va développer le chocolat. On consomme toujours le chocolat liquide dans des chocolatières. Vous voyez ici, vous avez les chocolatières. On prend des moussoirs et on brasse le chocolat pour en boire. Ça nous sert un petit peu comme des boissons, comme des médicaments à l'époque. Et donc, il faut attendre l'ère industrielle pour que des usines de chocolat, et notamment en France, Meunier, développent le chocolat, les industries, pour qu'on puisse manger du chocolat en plaques. Alors, voilà un petit peu pour l'histoire, le développement de cette histoire. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de découvrir quand même le cacaoyer. Alors, je vais vous emmener dans notre jardin tropical pour découvrir notre plantation de cacao. Alors, voilà. Là, on arrive dans le jardin tropical, vous voyez. Alors, dans un jardin tropical, on n'a pas qu'un cacaoyer. Ici, nous, on a un cotonnier, on a de la canne à sucre qui sera bien importante pour fabriquer notre chocolat. Devant, la très grosse plante, c'est un sisal pour faire notre ficelle. Mais on va quand même s'approcher du cacaoyer, c'est quand même lui qui nous intéresse le plus. Alors, on redécouvre notre cacaoyer, vous voyez, qui est au centre de la serre. Donc, on va pénétrer dans cette serre pour aller le découvrir de tout près. Alors, vous voyez, en ce moment, on a la chance d'avoir quelques fruits sur notre cacaoyer. On va pouvoir les découvrir de vraiment tout près, tout près. Alors, le cacaoyer, c'est un arbre qui fait à peu près 15 mètres de haut. Mais vous voyez, la particularité de cet arbre, c'est que les fruits, on ne va pas les retrouver au sommet de l'arbre. Au sommet de l'arbre, vous voyez, on n'a pas de fruits. Pas comme chez nous pour les pommes ou les cerises. Non, ici, les fruits vont se trouver sur le tronc de l'arbre. Alors, on va continuer à s'approcher. Alors, sur les troncs, comment on peut avoir un fruit qui arrive sur le tronc de l'arbre? Alors, regarde, je continue à m'approcher. Vous voyez, sur le tronc de l'arbre, vous avez des petites boursouflures ici.
Et ces petites boursouflures, c'est ce qu'on appelle les coussinets floraux. Alors, ces coussinets floraux, je vais vous les présenter sur un schéma botanique. Vous voyez, on les retrouve ici. Et à partir de tous ces coussinets floraux vont apparaître les fleurs. Des petites fleurs qui font à peu près 1 cm de diamètre. Des fleurs qui, là, ne sont pas colorées, mais je vais vous montrer une illustration. Alors la fleur est grossie, naturellement c'est une petite fleur, je vous disais. Vous voyez une fleur qui est assez compliquée. Et elle est tellement compliquée qu'en réalité, ça va rendre difficile sa pollinisation. Il faut à peu près 1000 fleurs pour obtenir une cabosse de cacao. Donc vous voyez sur ce schéma, en haut à gauche, vous avez une fleur qui a été pollinisée, et cette fleur pollinisée commence à former une petite cabosse de cacao. Alors cette petite cabosse de cacao, elle a un nom pour les spécialistes, ça s'appelle une chérelle. Chez nous, au jardin botanique, ces cabosses qu'on a obtenues sont certainement pollinisées par des fourmis, un peu comme dans la nature. C'est une très belle année pour nous, puisque, comme vous le voyez, tout au long du tronc, on a énormément de cabosses. Pas forcément de quoi produire une grande quantité de chocolat, on ne va pas en faire une fortune, mais c'est quand même assez impressionnant. Alors, quand on va récolter les cabosses de cacao, les cueilleurs sont munis d'une machette et ils vont sectionner la tige assez épaisse de la cabosse et surtout, ils doivent éviter d'arracher le fruit pour éviter de supprimer le coussinet floral. Alors, vous voyez, nos cabosses, là, elles sont mûres, elles sont jaunes à maturité. On n'est pas toujours sur cette couleur de fruit. Il existe plusieurs variétés de cacao et certaines ne sont pas jaunes. Alors, je vais vous montrer une illustration. Vous allez pouvoir voir un fruit de criollo. Le criollo, c'est une sorte de cacaoyer qui donne un cacao souvent très aromatique et très apprécié des connaisseurs. Vous voyez que là, la maturité du fruit est sur une cabosse plutôt rouge. Et vous remarquez aussi sur cette illustration que des sillons sur le fruit sont bien marqués. Si on reprend le fruit qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez que là, on est plutôt certainement sur ce type de fruit qui serait un trinitario. Et le trinitario, c'est l'enfant du criollo et de la dernière variété qui est le forastero. Forastero, c'est le cacao qui est le plus courant et que l'on retrouve assez souvent dans les chocolats d'un peu moins goûteux. Alors, là on a notre cabosse de cacao, on vient de la récolter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là maintenant, je vais en ouvrir une devant vous. Allez, on se retrouve ici. N'ayez pas peur, le couteau. On va essayer d'en avoir bon usage. Alors franchement, je n'ai jamais ouvert de ma vie de cabosse de cacao. Voilà. Alors si vous voyez bien,
voyez que la peau du fruit est assez épaisse et à l'intérieur, on va retrouver les graines de cacao. Alors, je vais poser cette partie-là. Je prends ça. Et vous voyez, les graines, elles sont enveloppées de pulpe. En réalité, c'est comme dans tous les fruits. Vous avez toujours de la pulpe qui enveloppe les graines. Si vous avez la chance d'aller dans un pays tropical et de découvrir une plantation de cacaoyer, prenez le soin de goûter cette pulpe. Elle va être très fruitée et très sucrée, très agréable à consommer. Alors, vous voyez, je vais recouper un petit peu. Ah, j'ai pas l'usage de la machette aisée. On va sortir l'ensemble des graines de cacao. Vous voyez, ça fait comme une sorte de chapelet. Et on retrouve toutes les graines. Alors, ces graines, elles ont une particularité. C'est si je les laisse comme ça, dans un monde tropical, humide, dans 24 heures, 48 heures, eh ben, ces graines, elles vont germer. Et si ces graines germent, ben, je ne pourrai plus faire de cacao avec. Alors l'idée, c'est de récupérer toutes ces graines. Je vais les mettre dans une caisse, on va les entasser dans une caisse. Toute cette pulpe, avec la chaleur et l'humidité, cette pulpe, elle va fermenter. Ça va chauffer. Et le fait de chauffer, ça va empêcher la graine de germer. Et puis, deuxième intérêt, c'est que cette fermentation va faire naître des arômes cacao dans ma graine. Et ces arômes cacao, ils vont se révéler quand je vais faire griller ma graine. Donc, cette étape de fermentation est très importante pour obtenir un chocolat qui aura un parfum très apprécié. Alors, cette fermentation, elle va durer 2 jours, 3 jours, 4 jours, suivant le cacao. C'est le producteur qui va être capable d'estimer un peu cette qualité. Et après, il va falloir arrêter la fermentation. Pour arrêter la fermentation, on va étaler toutes ces graines de cacao au soleil. On va les faire sécher au soleil. Le fait de les faire sécher au soleil, ça va arrêter la fermentation. À partir de ce moment, on aura une graine, donc qu'on appelle la fève de cacao, qui sera stable. On peut la ranger, la mettre dans des sacs. Souvent, c'est mis dans des sacs de toile de jute. Et puis, c'est stocké au sec. Et puis, on peut les garder plusieurs moments. Souvent, après, elles sont acheminées dans des usines de transformation. Et je vais vous raconter maintenant comment on va transformer cette graine pour obtenir du chocolat. Alors, une des transformations qui est importante, c'est la torréfaction. Alors ici, on a quelques illustrations de torréfaction. Une torréfaction traditionnelle, si vous visitez une plantation de cacaoyer, vous verrez, souvent les producteurs font griller leurs fèves de cacao pour vous faire déguster un cacao. Autrement, une torréfaction plus industrielle, avec des machines, où là on va contrôler la température, parce que, un peu comme le café, la torréfaction, la température va faire naître certains arômes de cacao. Alors, par ce schéma-là, je vous redonne un petit peu les étapes, si vous voulez. Là, on a la première étape où le cacao arrive à l'usine. Vous voyez, il avait été séché. Il a encore quelques impuretés. Il y a des peaux autour de la fève de cacao. Vous voyez, ici, j'ai une graine de cacao. Vous voyez, il peut y avoir des peaux mortes autour. Bon, celle-là, elle a beaucoup servi, on l'a beaucoup montré, donc il n'y a plus de peau, mais il peut y avoir beaucoup de peaux mortes. Donc, on les crible et on les vibre.
On souffle les impuretés et on récupère une graine qui est saine comme celle-là. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, on va les torréfier, donc les griller. On va aussi les concasser. Alors des fois, on peut inverser ces deux opérations-là. Et après, on va arriver au broyage. On a donc notre graine qui est grillée. Je reviens à ma graine qui est grillée. Pour en faire quelque chose de cette graine, on va la broyer. En la broyant, on va obtenir ce qu'on appelle la pâte de cacao. La pâte de cacao, c'est une sorte de masse un peu pâteuse qui sent le cacao. Alors, dans la pâte de cacao, on va retrouver deux choses qu'on a ici. Vous voyez, ces deux éléments qui constituent la graine de cacao. Si je prends une graine, que je l'écrase, je vais obtenir deux choses différentes. Le beurre de cacao ici. Le beurre de cacao, c'est une graisse végétale. Ici, elle est en poudre, mais si je la chauffe, ça devient comme de l'huile. Et ici, j'ai le cacao maigre. Maigre parce qu'on a enlevé la graisse. Vous savez, ça, c'est le cacao qu'on retrouve sur les gâteaux, sur le tiramisu. C'est une poudre très amère et qui sent que le cacao. Là, on n'a toujours pas de parfum de chocolat. Alors, comment allons-nous faire du chocolat? Alors, une fois qu'on a notre masse de cacao, on a broyé nos graines, on va mélanger différents ingrédients pour obtenir du chocolat. Alors, vous savez qu'il existe différents types de chocolat, du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc. Tout ça va venir de recettes très différentes. Alors, regardez. Ici, je vous ai représenté les différents éléments qui vont rentrer dans la constitution du chocolat. En vert, la masse de cacao. À chaque fois qu'on veut faire du chocolat, on va ajouter de la graisse végétale. Alors cette graisse végétale, ça peut devenir un souci. Si vous achetez un chocolat de mauvaise qualité, vous n'êtes pas sûr de la provenance de la graisse végétale. Ça pourrait être de l'huile de palme. Par contre, si vous allez chercher votre chocolat chez un chocolatier, par exemple comme les chocolatiers de Nancy, là vous êtes sûr d'avoir un chocolat garanti 100% cacao. Donc eux, ils ajoutent du beurre de cacao. Ensuite, dans tous les chocolats, vous allez retrouver du sucre. Et pour certains, comme les chocolats au lait, on ajoute du lait. Alors, le lait qui est ajouté, c'est du lait en poudre. Vous voyez, tous les éléments qu'on ajoute là, ce sont des éléments secs. Là, il n'y a pas de petite marmotte qui verse le lait liquide dedans. Tous les éléments sont secs, ils sont gras et ils vont fondre. Donc, le sucre en chauffant va fondre, la graisse en chauffant va fondre, comme le cacao et le lait. Et donc, pour fabriquer du chocolat, on met tous ces éléments dans une grosse marmite, on va dire. Ça s'appelle le conchage. On les met, on fait chauffer tout doucement et on remue pendant une journée, 2 journées. Et tout doucement, à ce moment-là, le chocolat va apparaître. Alors, vous avez certainement mangé différents types de chocolat. Vous êtes aperçu que ces chocolats étaient plus ou moins sucrés. Tout simplement, ça dépend de la quantité de cacao que l'on met. Vous voyez ici, moi, j'ai un chocolat, il a 72% de cacao. Si je veux construire mon chocolat avec 72% de cacao, je vais mettre 70% de cacao. Je vais ajouter de la graisse végétale, parce qu'il y en a toujours. Et ensuite, pour arriver à mon volume, je vais ajouter
du sucre. Là, on est sur un chocolat noir à 70% de cacao. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cacao, peu de sucre. Et donc, mon chocolat, il va être pas beaucoup sucré. Par contre, si j'achète un chocolat noir, toujours, à 40% de cacao, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mes 40% de cacao, je vais toujours ajouter ma graisse végétale, et pour arriver à mon volume, je vais ajouter beaucoup de sucre. Donc le chocolat va être très sucré et on sentira beaucoup moins le cacao. Donc je pense que vous avez compris, parce que si j'ai un chocolat avec 90% de cacao, toujours ma graisse végétale et le sucre en faible quantité. Et comme ça, mon cacao, il va sentir fortement le cacao et il sera peu sucré. Pour fabriquer du chocolat au lait, même technique, on va avoir du cacao. Souvent, on a 40% de cacao. On peut avoir 40% de lait. On ajoute de la graisse végétale et du sucre. Et si vous prenez un chocolat un peu moins cher, on vous mettra moins de lait et plus de sucre. Donc voilà, vous voyez à chaque fois les éléments qui ne constituent pas, qui ne sont pas dans le cacao, la graisse, c'est le sucre qui va compléter. Alors pour faire du chocolat blanc, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire du chocolat blanc, on va enlever le cacao. On ne met plus de cacao. On va utiliser le beurre de cacao. On va mettre du lait. Et on va ajouter du sucre. Donc vous voyez que là, le chocolat blanc, on a retiré le cacao, la couleur brune, notre cacao maigre, il a disparu. Il ne nous reste plus que de la graisse, du lait et du sucre. Donc si vous mangez du chocolat blanc, n'hésitez pas à faire un peu de sport après, parce que diététiquement parlant, c'est très riche le chocolat blanc. Voilà la petite présentation sur les différents types de chocolat. J'espère que vous avez compris. La seule chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans tous ces chocolats, on ajoute toujours de la vanille. Dans tous les chocolats, vous verrez sur les compositions, vous avez un petit extrait de vanille qui existe. Alors pour terminer cette présentation, je vais vous présenter la vanille. Alors, ici, vous voyez, on arrive près du pied de vanille. Donc la vanille, c'est une liane. Donc elle a besoin d'un arbre pour grimper. Et c'est une plante de la famille des orchidées. Alors ici, vous avez quelques gousses de vanille, vous voyez derrière, devant le rond jaune. Alors là, elles sont très matures. Normalement, une gousse de vanille, avant maturité, est verte. Vous voyez, ça ressemble un peu à un gros haricot vert. Alors, ces gousses de vanille sont à l'origine de ces fleurs. On vous a mis une illustration, parce qu'on n'est pas en période de floraison du vanillier. Donc vous voyez, les fleurs de vanille sont assez banales. Hein. C'est une orchidée. On reconnaît bien la forme de l'orchidée ici. La vanille est originaire du Mexique. Au Mexique, une petite abeille vit et est spécialisée dans la pollinisation de la vanille. Elle rentre dans cette fleur, elle va pénétrer dans la fleur, elle va mettre en contact la partie mâle et femelle de la vanille pour fabriquer un fruit. Donc tout simplement ici, comme on n'a pas la petite vanille, c'est un jardinier qui va polliniser les fleurs. Donc vous voyez, ces gousses de vanille, là, on pourrait pratiquement les consommer. Normalement, elles sont cueillies vertes, étuvées, donc mises dans l'eau chaude, séchées pendant près d'une année pour obtenir une gousse comme ça, très gorgée en essence, en huile de vanille. La vanille, c'est une des épices les plus chères au monde actuellement. Parce que comme on consomme de plus en plus de chocolat, il faut de plus en plus de vanille aussi. Voilà,
On termine notre voyage à côté du pied de Vanillé. Si vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra y répondre avec plaisir. On vous retrouve demain à 14h30 pour continuer nos vidéos en live. Merci, bon après-midi.